du Mayou-Kébi-Est que nous avons la destinée depuis quelques mois. Bien effectivement, comme vous le savez, le Mayou-Kébi-Est est une grande province qui est située à 230 km de la capitale. Et c'est une province qui est à équidistance entre les deux capitales, capitale politique et capitale économique Moundou. Donc la province du Mayou-Kébi-Est se porte relativement bien. Pour le moment, elle est calme et les gens s'adonnent paisiblement à leurs occupations. C'est une province par essence agro-silvopastorale. Vous trouvez des agriculteurs, des éleveurs, et les activités qu'on y mène, c'est les activités de pêche et cueillette, l'agriculture et l'élevage. Donc, d'une manière générale, dans les 4 départements que comprend la province, il y a un calme relatif. Et nous souhaitons que cela perdure. Bien évidemment, quand je dis que la province se porte relativement bien, c'est que c'est grâce à la présence des forces de défense et de sécurité. Qui dit calme, qui dit paix, implique également la présence des forces de l'ordre. Donc nous avons nos forces de sécurité intérieure, la police, la gendarmerie et la garde nationale et nomade qui sont là et qui sont déployés sur l'ensemble de la province, dans les départements, les sous-préfectures, quand bien même qu'il se pose un peu de soucis en termes d'effectifs et en termes de moyens. Mais dans l'ensemble, la situation est bonne. Et quand il y a des situations qui impliquent la présence des forces de l'ordre, quand il y a des disputes ou des conflits, donc ceux-là, ils interviennent de façon prompte, sous la surveillance, sous l'autorité des autorités administratives respectives, que sont les sous-préfets, le préfet et au sommet le gouverneur. Dieu merci, pour le moment, je peux vous affirmer que nous sommes pour le moment épargnés de ce mal. Comme vous l'avez si bien dit, la province voisine est gangrénée depuis quelques années par ce mal et qui a tendance à s'étendre, même un peu vers le Logone oriental, puisque je venais de là-bas et particulièrement la zone de l'Armanaï, qui est aussi une zone frontalière. Et c'est vrai, nous aussi, nous partageons une grande frontière avec le pays frère, le Cameroun. Et Dieu merci, par le passé, il y a eu des rapts qui se sont produits sur le sol du Mayou-Kébi-Est, dans le département de Mont-Ili et précisément dans la zone de Gamba. Mais depuis quelques années, avec l'implantation des forces de défense et de sécurité sur la localité, ce phénomène ne s'est plus reproduit. Et c'est grâce aussi à la vigilance de nos forces de défense et de sécurité. Et comparativement, parallèlement au Mayou-Kébi-Ouest, vous savez, c'est une zone très, très accidentée. Il y a des montagnes, des zones très arborées, ce qui ne facilite pas le travail aux forces de l'ordre. Mais je pense que des efforts vont être fournis par les autorités locales. Nous souhaitons à ce que ces phénomènes puissent être éradiqués également. Si aujourd'hui le Mayou-Kébi-Ouest se porte mal, on craint que cela puisse également nous contaminer. Et nous souhaitons vraiment à ce que ce mal soit éradiqué également là-bas et sur tous les territoires, pourquoi pas. C'est notre souhait. Bien, les défis sont énormes, hein. Les défis de développement comme un peu partout ailleurs dans les autres provinces. Et vous savez, la préoccupation première des autorités de la transition, que ce soit dans la première phase, dans la phase actuelle et certainement après cela, donc pour toutes les autorités présentes ou à venir, donc le premier point qui les importe plus, c'est le développement. Le développement des provinces, le développement du pays dans son ensemble.
Et là, certainement, des efforts sont en train d'être déployés. Vous savez, la province est une grande province, une province peuplée. Il faut de l'eau à toute la population, de l'eau saine. Il faut des structures sanitaires. Il faut renforcer la couverture éducative. Parce que dit développement, on doit mettre l'accent d'abord sur l'éducation, puisque sans l'éducation, on ne peut pas parler d'un véritable développement, et c'est la clé de voûte de tout développement. La santé, il nous faut une population en bonne santé, et ça c'est le minimum. Et je pense que des efforts ont été faits, mais des efforts restent encore à fournir. Puisqu'aujourd'hui, si vous prenez le département des Monts-Ili, qui est un département où il est très difficile de trouver de l'eau compte tenu de la caractéristique même du sol de ce département. C'est une zone de socle. Donc ça, c'est un défi qu'il faut absolument relever. Il nous faut la multiplication des écoles, des centres de santé. Aujourd'hui, Dieu merci, il y a de cela quelques mois, l'hôpital provincial de Bongor a été renforcé à travers l'usine de fabrication d'oxygène, puisque l'oxygène dans une structure sanitaire est très très importante et qui est en train de desservir également d'autres provinces. Voilà, et récemment avec la visite du chef de l'État, donc des promesses ont été faites et immédiatement après cela, des équipes sont descendues sur le terrain pour faire l'état du lieu et pour mettre en œuvre ce qui a été promis à la population. Quand on parle de développement, on ne s'arrête pas seulement à ça. Il faut aussi renforcer les échanges économiques. Il faut que l'économie au sein même de la province soit une bonne économie qui se repose sur des fondements solides. Et ce qui a laissé les plus hautes autorités de renforcer les structures qui sous-tendent notre économie. Je voulais parler de la création récemment d'une usine au niveau de Gounougaya, une usine de délintage et une autre usine qui est en construction. C'est pour renforcer le tissu économique de la province. Nous avons également d'autres ouvrages vraiment de taille qui sont en construction et cela rentre également dans le cadre du renforcement du tissu économique de la province. C'est vrai que c'est embryonnaire, mais c'est un pas non négligeable. Effectivement, Biliam Oursi a fait sa renommée à l'époque, donc c'est une zone où vraiment la culture des riz s'efface par excellence. C'est vrai, comme vous venez de le dire, cette structure qui était là par le passé et qui s'est arrêtée pour des raisons diverses. Et donc, dans le cadre de l'amélioration de la productivité ou bien de la promotion de la culture du riz dans cette zone qui se fait par excellence, il faut absolument réfléchir à de telles structures. C'est vrai, cette structure ne fonctionne pas, mais je pense que de tels projets, si ça a été soumis à l'attention du gouvernement ou via les ministères concernés, donc c'est des projets qui sont porteurs et qui peuvent encore renforcer davantage la capacité de production de la province. Ce n'est pas seulement Biliam Oursi, vous avez également le casier B ici de Bongor, qui a également une renommée dans un passé récent et qui continue déjà l'amélioration de la culture du riz. C'est vrai, nous avons des partenaires qui sont là et actuellement même nos partenaires chinois sont là et ils sont en train de vouloir également renforcer davantage la capacité de production, surtout le transfert de technologies, et ça c'est très important parce que la qualité de riz qui est produite ici au niveau du casier B Bongor, c'est une qualité vraiment de première qualité. Ils sont là, ils sont en train de continuer. Et si nous trouvons d'autres partenaires, si d'autres partenaires peuvent également venir se mettre à contribution, je pense qu'il y a tellement d'espace
pour permettre aussi de vulgariser le Mayo Kébi Est par excellence. Toutes les zones, c'est des zones voilà, qui sont favorables à la culture des riz. Vous allez un peu vers la zone de Katawa, vous avez vraiment d'immenses espaces qui sont là et qui sont propices aussi à cette culture, mais restent peu exploités. Voilà, donc c'est des initiatives à encourager et nous sommes prompts, nous sommes prêts à recevoir de telles initiatives locales. Nous avons des groupements qui sont là, donc des choses comme ça peuvent être suscitées aux autorités pour qu'ils les remontent et que vraiment le projet puisse arriver à son terme. Effectivement, la scolarisation des filles, vous savez, il y a une politique du gouvernement aussi dans ce sens-là pour envoyer et maintenir les filles à l'école, malgré les difficultés qui surgissent là et là, et c'est vrai, d'une manière générale au Tchad. Donc, nous éprouvons aussi cette difficulté, soit de l'envoi ou bien du maintien. Même si la situation s'est améliorée par rapport à un passé récent, il reste toujours des difficultés. Comment faire pour pallier à ces difficultés? Vous savez, nous sommes un pays aussi traditionnaliste où les présenteurs socio-culturels sont encore vivaces et malgré les sensibilisations, malgré les mesures d'accompagnement, malgré les lois édictées par nos parlementaires pour pouvoir encadrer cela, pour pouvoir accompagner, il subsiste des difficultés. Et vous savez, un autre problème qui vient accentuer cet état de fait, il y a la pauvreté également qui est là. Donc il y a tout un facteur. Et c'est vrai, ici aussi, nous éprouvons des difficultés, mais comparativement aux années précédentes, quand même, il faut se réjouir. Les filles partent massivement à l'école, même si à un certain niveau, le décrochage il est important, mais quand même, le taux va crescendo, quoi. Et donc, malgré que nous fassions des campagnes de sensibilisation à tous les niveaux, et il nous faut encore redoubler d'efforts dans le cadre de la sensibilisation et ce que nous faisions pour arriver peut-être à ce que toutes les filles partent à l'école. Il y a le phénomène, voilà, de pesanteur socioculturelle que j'ai soulevé tout à l'heure. La fille parfois est reléguée aux travaux ménagers et tout ça. On privilégie envoyer beaucoup plus les garçons à l'école. Mais la loi ne dit pas ça. La loi fait obligation aux parents d'envoyer la fille et le garçon à l'école, au même niveau. Et donc, parfois, il y a ces situations. Et la pauvreté endémique qui est également un facteur non négligeable et qui essaie de diluer un peu les efforts du gouvernement dans ce sens. Et c'est pourquoi, dans ce cadre-là, il y a des projets qui sont là, tels que le projet Suède, qui est implanté également dans notre province et qui accompagne et qui essaye d'encadrer la petite fille pour qu'elle se maintienne dans le système scolaire. Et donc ça, c'est un projet vraiment qui est très très important et qui contribue énormément dans le cadre de cette politique du gouvernement pour envoyer massivement et faire maintenir les filles à l'école. Je partage parfaitement ce point de vue et ce que vous dites là, c'est un peu paradoxal. Nous avons vraiment des terres qui s'étendent sur des kilomètres et des kilomètres de terres arables. Et de l'autre côté, on parle de pauvreté. Vous savez, hein, même les pays les plus riches, prenez l'exemple des États-Unis, la Hollande et tout ça, c'est l'agriculture qui a fait développer ces pays. C'est pourquoi, donc, comme on le dit couramment chez nous également, la terre ne ment pas. Donc, si vous exploitez la terre, elle vous donnera ce que vous avez mis dans les entrailles de la terre. Et je pense que vous l'avez si bien dit. Est-ce que c'est le manque d'initiative? Oui, c'est l'une des raisons également. Le manque d'initiative, si la personne n'a pas d'initiative pour pouvoir exploiter cette terre, mais la terre va rester comme ça. Et ça, c'est vrai. Et pour exploiter la terre, il faut des moyens.
le travail de la terre demande également considérablement des moyens. Mais vous ne pouvez pas travailler sur des petites, je ne sais pas, sur un petit espace, peut-être 1 hectare, 2 hectares, mais il faut aller au-delà de ça. Et ça demande des moyens, ça demande de la mécanisation, ça demande beaucoup plus de moyens. Et je pense que nous avons la chance d'avoir des terres arables dans notre pays. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir des bonnes initiatives. Et les bonnes initiatives viennent quand on part à l'école, quand on s'instruit, quand on se développe. Et là également, c'est des choses qu'il faut combiner. Et je pense que nos agriculteurs, avec le peu de moyens, quand même, ils s'en sortent. Mais ce qu'ils obtiennent, c'est juste pour la consommation. Mais quand on veut développer véritablement le secteur ou le pays, il faut faire de telle sorte que vous puissiez exporter pour vous procurer encore beaucoup plus de revenus. Mais actuellement, c'est des cultures de subsistance, c'est juste pour la consommation locale. Et ça, ce qui fait que chaque année, on est dépendant de ça et tout ça. Et ça ne permet pas à ceux qui s'adonnent à ces travaux-là de démultiplier les initiatives à partir de l'agriculture ou bien d'autres choses à faire. Si vous avez énormément de ressources, vous allez vous consacrer à faire votre agriculture, mais vous pouvez faire parallèlement d'autres choses qui fait vous entrer encore beaucoup de ressources. Voilà, je partage parfaitement ça. Mais maintenant, nous devrons quand même conjuguer nos efforts à tous les niveaux. Et il nous faut de la sensibilisation, il nous faut des moyens. Peut-être qu'à un haut niveau, il faut aussi accentuer le partenariat avec l'extérieur, donc pour pouvoir développer ce secteur. Vous avez touché du doigt un problème très très délicat, très important, c'est-à-dire la consommation de substances prohibées, toxiques, tels que les alcools frélatés ou bien des produits psychotropes, communément appelés tramadol et autres. Cela est en train de gangréner notre jeunesse. Et ça, c'est un fait réel. Nous sommes dans une zone frontalière avec le Cameroun. Et nous ne sommes pas loin aussi de la frontière du Nigeria. Et vous savez, ça, c'est des produits qui ne se fabriquent pas chez nous ici, mais c'est des produits qui nous viennent toujours de l'extérieur. Et vous savez, nous avons une grande frontière, nous avons une frontière poreuse. Et parfois, l'entrée se fait à travers cette frontière-là qui échappe souvent au contrôle de ceux qui sont censés lutter contre ces produits. Et malheureusement, ces produits sont en train de faire des ravages au sein de notre jeunesse. Et je profite également de cette opportunité de ce micro pour interpeller encore une fois de plus la jeunesse de cesser avec ces produits. Récemment, il y a, dans le cadre de l'association Tapikep, qui s'est tenue, l'Assemblée générale, c'était le mois passé, où un accent particulier a été mis sur ces produits qui est en train de faire du mal à notre jeunesse. Nous avons lancé un appel et effectivement, c'est une gangrène pour notre jeunesse. C'est vrai, l'État a pris des mesures à travers des règlements, des lois pour interdire l'importation de l'alcool frélaté, l'interdiction des produits psychotropes. Et cela, c'est pour préserver notre jeunesse de ce mal. Mais vous avez des gens véreux qui n'ont autre activité que le trafic de l'alcool, le trafic de substances qui nuisent à notre jeunesse. Et malheureusement, malgré la sensibilisation, malgré la répression, il y a toujours des gens qui faufilent à travers les mailles pour
faire pénétrer ces produits prohibés. La douane est en train de faire un travail. La gendarmerie, vraiment, parfois des centaines et des dizaines de sacs de produits qui sont saisis et qui sont parfois automatiquement détruits par les responsables administratifs sécuritaires. Mais malgré tous ces efforts, ces produits continuent toujours par inonder notre province. Et que sais-je encore, ces produits-là inondent également d'autres localités. C'est vrai, ce n'est pas la seule porte d'entrée. Il y a d'autres localités où ces produits entrent, mais nous sommes farouches, nous sommes en train de mener une lutte contre ces produits-là. Nous ne tolérerons pas l'usage de ces produits au sein de notre circonscription, au sein de notre jeunesse. Parce que nous avons constaté qu'il est en train de faire beaucoup de dégâts. Aujourd'hui, les bagarres entre les jeunes, c'est la prise de ces substances, c'est la prise de ces alcools frélatés et qui est en train de détruire intérieurement nos jeunes. Nos jeunes sont en train d'être détruits par ce produit. Et donc, il est temps peut-être que les jeunes s'occupent à d'autres choses. Et ça, c'est des choses qui sont très, très nuisibles. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça, mais la lutte est en train d'être menée. Nous menons à chaque fois que nous trouvons l'occasion de sensibilisation pour que les jeunes délaissent cela. Et c'est dans leur intérêt le plus absolu. Les habitudes sont têtues et le mariage précoce des enfants est interdit par la législation tchadienne. Et donc il y a une loi qui a été prise dans ce sens. Je ne sais pas, c'était en quelle année, la loi 6 qui date de 2008 ou bien 2007, 2008, voilà, sur la santé de la reproduction et autres. Et donc cette loi existe. Mais je peux vous dire que s'il y a des situations qui se passent, c'est que ça se passe en sourdine. Parce que nous, on ne tolère jamais que les gens violent allègrement ces dispositions qui sont là pour protéger la petite enfance. Notre légalisation autorise le mariage à partir de 18 ans révolus. Il n'est pas question que les filles soient mariées avant cet âge. C'est vrai que parfois il y a des situations qui arrivent et tout ça, mais si ça a été porté à notre connaissance, nous interpellons toujours les parents ou la personne qui se passe coupable ou bien qui enfreint cette loi. Mais depuis que je suis venu, aucun cas n'a été porté à ma connaissance. Donc ce qui n'a pas été porté à ma connaissance, je ne pourrais pas le savoir. Mais toujours est-il que nous demeurerons toujours vigilants. Et la place de la jeune fille, c'est à l'école. La fille doit être à l'école pour s'instruire et servir la communauté, servir sa famille. Donc nous sommes toujours vigilants. Et là également, je profite de votre micro pour réitérer toujours la position du gouvernement, la position des autorités administratives qui va dans le cadre du respect de la loi 06 portant en santé et de reproduction. Donc voilà ce que je peux vous dire. Effectivement, vous savez, c'est depuis 2020 que la pose de la première pierre a été faite au temps du feu le maréchal du Tchad, paix à son nom. Et les travaux ont réellement débuté en 2021 puisque avec la crise Covid, cela n'a pas facilité le démarrage des choses. Donc le projet a presque passé une année comme ça en blanc. Et ce n'est qu'en 2020 que effectivement les travaux ont commencé. Et là, les travaux avancent à pas de géant. Et vous avez certainement vu l'avancement des travaux. Le pont dans son ensemble sur les 603 mètres est pratiquement fini. Il reste le raccordement de presque peut-être 10 mètres, la pose de quelques travées pour atteindre
la rive du côté Tchad. Donc c'est pour vous dire que si on prend le pont au sens strict qui se limite à cette distance, il est à plus de 80%. Mais l'ouvrage, c'est dans son intégralité. Il y a la voirie, les routes qui doivent être bitumées et tout ça. Et ce qui fait que les travaux avancent, les travaux se poursuivent et les travaux seront terminés qu'au mois de juillet 2024. Il se pose un petit souci au niveau de la traversée, puisque le bac même qui est là au niveau du fleuve, il est utilisé d'abord par le consortium pour le transport des matériels et des voitures, mais malheureusement ce bac est tombé en panne et c'est un bac vieillissant qui date des années et il a été réparé maintes fois, mais malheureusement les pannes sont répétitives et actuellement il est accosté de l'autre côté du rive. Et ce qui fait que les échanges commerciaux, les commerçants éprouvent énormément de difficultés, puisqu'il y a énormément de pertes, puisque le transport se fait par les pirogues traditionnelles ordinaires. Il y a des risques de pertes, des renversements dans le fleuve, des marchandises et des personnes. Et c'est vrai, c'est une situation à déplorer, mais c'est le seul moyen pour le moment. Et c'est pourquoi nous, notre vœu, notre souhait, c'est que cet ouvrage d'une importance capitale pour notre pays, pour la province, prenne rapidement fin au délai indiqué, à savoir 2024, pour que les échanges se fassent avec fluidité et se renforcent davantage, puisque ce pont, il faut le souligner, s'inscrit dans le cadre du projet intégrateur au niveau de la CEMAC. Et donc, il lie les deux pays, le Tchad et le Cameroun, mais c'est très vital pour nous dans la mesure où ça permet les échanges au-delà même du Cameroun, voire même avec le Nigeria, puisque nous sommes un pays enclavé et tout ce que nous importons du côté ouest nous arrive du Cameroun et du Nigeria. C'est pour dire que la ville de Bangor connaîtra de beaux jours devant elle, surtout avec la finalisation de cet ouvrage. Les échanges commerciaux vont se développer. Vous allez voir des sociétés ou bien des succursales qui vont venir s'implanter ici et la ville aura un autre visage dans les années à venir. Donc nous sommes confiants et nous sommes vraiment reconnaissants envers les plus hautes autorités parce qu'ils ont accéléré les travaux dès 2021 et puis ils se renseignent au fur et à mesure de l'évolution des travaux de ce pont. Et dans l'ensemble, vraiment, nous sommes satisfaits. Et les partenaires qui sont en charge de l'exécution de ce pont également sont en train de faire un travail de qualité et ils exécutent normalement leur clause contractuelle. Et donc, vivement que ce pont soit remis au délai indiqué pour le bonheur de nos concitoyens, de nos commerçants, parce qu'il n'y aura plus de pertes, il n'y aura plus de bétail emporté par les eaux, et tout ça vraiment c'est un plus, c'est un gain. Nous sommes très confiants, sur ce que nous avons évoqué et sur le chemin que devrait emprunter la province pour atteindre son développement. Et vous savez, on ne peut parler du développement sans une bonne stabilité, sans la paix, puisque c'est des éléments fondamentaux et c'est des éléments sur lesquels on table pour envisager le développement tant souhaité par la population, par les plus hautes autorités.
Nous sommes en phase de la transition. La première transition est passée. Maintenant, nous sommes à la deuxième phase de transition pour que rapidement le pays renoue avec l'ordre constitutionnel et pour que les choses se passent comme il se doit.